Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le vice-président du groupe parlementaire du Modène Falumana, Maître Moussi Boubacar, a animé cet après-midi un point de presse pour réagir à la campagne médiatique menée depuis quelques jours autour d'un article de Jeune Afrique sur le trafic des bébés depuis le Nigeria. Pour le député Maître Moussi, l'article en question est d'abord une commande des autorités en place. La campagne qui est faite autour vise à influencer les juges en charge du dossier. Je vous propose de suivre un extrait avant de retrouver l'intégralité de ce point de presse en fin de journal. Le temps, le moment et les organes qui relaient, la façon dont c'est relayé prouvent à suffisance qu'il s'agit d'un article commandé. Le but recherché est d'influencer l'opinion publique et le procès. Pour notre part, nous n'allons pas faire ce procès-là dans la rue. Les juridictions compétentes sont saisies de cette affaire. Elles examinent sereinement cette affaire. Nous devons simplement rappeler à l'endroit de nos militants pour ne pas les démobiliser. Parce que l'objectif, c'est cela. Les juges, je sais que ce n'est pas des articles artificiels, littéraires, qui peuvent influencer des juges compétents qui savent, qui connaissent leur travail. Ce n'est pas à nous de leur dire quoi que ce soit. Nous leur faisons confiance. Nous l'avons dit tout le temps. Parce que de toutes les façons, ils ont su montrer leur compétence et leur indépendance d'esprit. Donc, à l'endroit de nos militants, nous les rassurons qu'il n'y a aucun élément nouveau dans cette procédure. Bien au contraire, ça ne fait que révéler le caractère politique de cette affaire. Des hommes politiques de la trame de Bazoum, qui est aujourd'hui président du PNDS Taraya, relayé par Massoudou, ont reconnu que cette affaire, ont affirmé dans les journaux, dans la presse locale ou régionale, et voire même internationale, que pour eux, cette affaire, c'est de l'eau bénite. Ils s'en servent pour nuire à qui vous savez. Maître Moussi Boubacar, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Le ministre de la Santé publique a rencontré cet après-midi en son ministère des acteurs de la société civile nigérienne, les partenaires techniques et financiers et ceux en présence des hommes des médias. Il s'est agi pour les acteurs de la société civile de remettre au ministre de la Santé les contributions de quelques bonnes volontés dans la lutte contre l'épidémie du méningite. Une épidémie qui, selon Manu Agali, totalise à la date du 4 mai 2015 3656 cas, dont 265 décès. Plus de détails dans nos prochaines éditions. L'opposition politique nigérienne condamnée avec fermeté par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger pour son silence face à la mauvaise gestion de plusieurs sujets par les autorités de la 7e République, à l'exemple de la question sécuritaire ou encore l'épidémie de méningite qui se vit dans notre pays. Pour ce qui est du dernier point, le Mogène annonce avoir porté plainte contre le ministre de la Santé publique. C'était dans une déclaration rendue publique ce matin. Le reportage de Souleymane Mouni Barma. La situation sociopolitique de notre pays inquiète le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger. Cette structure de la société civile ne comprend surtout pas le silence de l'opposition politique sur la gestion des questions sécuritaires et bien d'autres sujets qui intéressent la vie de la nation. Le Mogène fustige et condamne l'opposition nigérienne pour son silence complice sur la gestion catastrophique du Niger ou l'affairisme, les détournements des deniers publics, la corruption, l'escroquerie bien organisée, le favoritisme, le népotisme et l'impunité sont devenus désormais les règles exclusives des conduites des autorités politico-administratives et au cadre du Niger. L'attitude de l'opposition qui frise l'entitisme est expressive de son inconscience du calvaire qui traverse le peuple nigérien. Tout laisse croire que cette opposition ne s'intéresse qu'à son accession au pouvoir.
malheureusement à travers une attitude de laisser faire. Indigné par cette attitude de l'opposition, mais aussi et surtout par la gestion des autorités au pouvoir, le mouvement de Siraj Issa décide de porter plainte contre le ministre de la Santé publique qui, selon le Mogène, est incapable de gérer cette épidémie de méningite qui sévit depuis quelques semaines avec son lot de désolation. Le Mogène vient de déposer une plainte à la justice contre Manu Agali, ministre de la Santé publique, pour son incapacité à prévoir l'avènement de l'épidémie et le blocage de sa tuerie doivent être sanctionnés sans faiblesse. On ne peut comprendre l'attitude du ministre qui s'est pourtant battu médiatiquement contre Ebola, qui n'est pas encore au Niger alors qu'il s'est tué sur une épidémie qui continue à endeuiller des familles nigériennes. Dans les soucis préoccupants sur cette épidémie, le Mogène est en phase de trouver avec d'autres partenaires de la société civile des vaccins en faveur des groupes les plus pauvres et les plus vulnérables de notre pays. Le Mogène, qui fonde un grand espoir quant à la suite qui sera donnée à cette action, s'est aussi exprimé sur les dernières perturbations constatées dans la fourniture de l'énergie électrique en les condamnant. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger a par ailleurs adressé ses condoléances à l'endroit des familles des victimes de l'attaque de Karamga en particulier et à l'ensemble des Nigériens en général. Plusieurs structures du secteur éducatif se sont prononcées ce matin sur l'épidémie de méningite qui sévit dans notre pays, particulièrement à Niamey. 2 sections de l'Union des scolaires nigériens et l'une du syndicat des enseignants contractuels dénoncent la manière sélective dont la vaccination contre cette maladie se déroule. Elle menace même de bloquer le système si la situation n'est pas vite réglée. Retrouvons Souleymane Mouni Barma. Il y a eu d'abord la section commune 4 du SINASEB qui a dénoncé la manière discriminatoire par laquelle la campagne de vaccination contre la méningite est menée. Plusieurs enseignants sont touchés par la maladie faute de n'avoir pas été vaccinés, d'où cet ultimatum. Ces camarades sont actuellement dans des états critiques. Pensez-vous que nous allons continuer à aller dans les écoles enseigner pour que nous puissions être contaminés? Dites-moi que non. Pour ces raisons, nous allons donner un ultimatum de 48 heures au gouvernement. D'ici le jeudi, j'ai dit bien d'ici le jeudi, si la vaccination ne se reprend pas au niveau de la commune 4, nous allons prendre des dispositions pour que il ne trouve personne dans les écoles. La section lycée-collège de l'USN de la région de Niamey a été elle aussi catégorique. Les autorités sanitaires ont jusqu'à la fin de la semaine pour vacciner l'ensemble des scolaires de la capitale. Nous avions eu des promesses que le 3 nous aurons les vaccins à toutes les écoles, dans toutes les écoles de la région de Niamey. Très malheureusement, cela n'a pas été fait. Et aussi, nous avions reçu des promesses qui disaient d'ici peu, nous aurons des médicaments, nous aurons des vaccinations dans toutes les écoles. Nous ne pouvons plus continuer à garder le silence. Prochainement, nous interpellons les autorités. Avant la finition de cette même semaine, si les vaccins n'ont pas été au rendez-vous, nous allons arrêter les cours et lancer un mot d'ordre illimité. L'Union des étudiants des instituts écoles professionnelles et techniques de Niamey, une autre section de l'USN, a aussi donné de la voix. Les élèves et étudiants militants de l'UEPTN attendent eux aussi les vaccins. L'UEPTN regrette la lenteur du gouvernement dans la vaccination contre cette épidémie et demande au ministre de la Santé publique de se ressaisir en commençant la vaccination dans les écoles professionnelles et techniques de Niamey dans un plus bref délai.
L'UEPTN a également évoqué des soucis dans le paiement des bourses et allocations de certains étudiants malgré l'accalmie qui caractérise le déroulement des activités académiques de cette année 2014-2015. À cet effet, l'Agence nationale d'attribution des bourses est interpellée, poursuit l'UEPTN dans sa déclaration. Préparatif à des élections de 2016, ce matin, le coordinateur régional du fichier électoral et ces deux rapporteurs ont été officiellement installés par le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, pour superviser les opérations de recensement des électeurs nigériens en âge de voter dans toutes les localités relevant de la région de Niamey. La cérémonie d'installation a eu lieu en présence de nos reporters Michel Deji et Ibrahim Abdou. Il a besoin de votre soutien ensemble pour réussir en tout cas cette mission du fichier électoral. C'est cette équipe de 3 personnes qui a la lourde responsabilité de coordonner toutes les opérations du recensement électoral dans la région de Niamey. Le travail se fera en collaboration avec les autres membres de cette coordination, composée des représentants des partis politiques légalement reconnus, des représentants de certaines structures de l'État, des représentants de la société civile et des centrales syndicales. Je ne doute pas que vous mesurez bien la hauteur de votre mission. Vous savez désormais, sous le regard de tous les acteurs, sous le regard de la région de Niamey, de la nation tout entière, mais surtout sous le regard infaillible de Dieu, le Tout-Puissant. Vous devrez faire votre travail, tout simplement, et conformément à la loi. Je suis persuadé que les autorités de la région de Niamey vous apporteront tout le soutien nécessaire dans votre mission. Que Dieu le Tout-Puissant vous accorde sa grâce pour qu'ensemble nous puissions élaborer le fichier électoral crédible, un fichier électoral crédible qui participera de l'apaisement du climat politique dans notre pays. En procédant à l'installation officielle de cette coordination régionale du CEFEB, le gouverneur de la région de Niamey a attiré l'attention des nouveaux membres de cette coordination sur la lourde responsabilité que leur confèrent les tests de la République dans le cadre de la mise en place des instances devant conduire les élections de 2016. Comme vous le savez, le fichier électoral est un élément indispensable et un préalable aux élections libres et transparentes. Malheureusement, il a été, dans beaucoup de pays de nos pays africains, un sujet de biotension. Par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, c'est difficile à relever, car je ne doute point des capacités du coordinateur régional et ses collaborateurs à transcender les difficultés du terrain et faire preuve de loyauté conformément au serment coranique auquel ils ont été soumis le jeudi 30 avril 2015. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les autorités locales, les acteurs politiques, les bonnes volontés, afin d'apporter une contribution exemplaire à l'élaboration d'un fichier électoral fiable et accepté par tous pour notre pays. Il est à noter que de par leur serment, les membres du CEFEB ont l'obligation de superviser les opérations de recensement en toute neutralité avec le principe « un électeur, une voix sans aucune discrimination ». Il est aussi annoncé que c'est le lundi 18 mai prochain que ces opérations devraient en principe débuter. En lien justement avec ce recensement qui va aboutir à l'établissement d'un fichier électoral classique, puisque le fichier biométrique a été abandonné, les partis politiques de l'opposition ont quelques appréhensions sur la faisabilité de ce fichier au vu du temps imparti très court selon eux. Avis que ne partagent pas les partis de la mouvance présidentielle. Le point avec Mahmoud Saleh. La question du fichier classique annoncé par le gouvernement était également au centre des discussions de la réunion du Conseil national du dialogue politique tenue le week-end dernier. L'opposition politique se dit sceptique par rapport à la faisabilité de ce fichier avant les élections. L'idéal serait que ça soit fait, mais honnêtement je vous dis que moi je suis sceptique. Parce que le fichier classique, même en 2004 ou 2008, lorsqu'on l'a fait, il a fallu pratiquement plus d'une année, à peu près 200 pour faire ce fichier classique. Aujourd'hui, on veut le faire en 8 mois. Avec combien de personnes? Le recensement général de la population qui s'est déroulé en 2008
il faut demander, la statistique l'a fait, l'INES l'a fait avec 30 000 personnes, entre agences recenseurs, superviseurs, etc. Aujourd'hui, on nous dit qu'on veut faire ce fichier-là, qui est dans les mêmes conditions que le recensement général avec 11 000 personnes. Et nous voyons le tâtonnement. On va un pas en avant, 2 pas en arrière. Je me pose la question, est-ce que véritablement ce fichier-là peut se faire avant les élections? J'aimerais me tromper, sincèrement j'aimerais me tromper, mais je suis sceptique. De toutes les façons, le CEFEP doit avoir eu les moyens, donc il revient aux responsables du CEFEP ainsi qu'à tous les membres de se mettre en activité, en action, pour que véritablement le Niger puisse avoir un fichier clair et net. Parce que la base des soubresauts électoraux, des contentieux électoraux, ce n'est rien d'autre qu'un mauvais fichier. Et c'est pourquoi nous avons voulu un fichier électoral biométrique. Aujourd'hui, on nous a amené un fichier classique, allons-y. Mais nous sommes un peu dubitatifs, un peu sceptiques quant à l'effectivité de faire ce fichier. Mais j'ai dit bien, j'aimerais bien me tromper. Cependant, les partis politiques membres de la mouvance pour la renaissance du Niger au pouvoir estiment que le temps est suffisant pour élaborer le fichier classique. Les délais pour un fichier biométrique électoral ne soient pas vraiment opportun, que nous allions avec un fichier classique mais consensuel. Consensuel, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde, opposition, majorité, non affiliée, se trouve son compte. Pour qu'on arrive à un fichier classique consensuel, le temps est suffisant. En attendant de voir l'élaboration de ce fichier, nous espérons que tout sera mis en place avant la tenue des échéances électorales à venir dans notre pays. Depuis le 29 mars dernier, les militants Lumana vivant aux USA ont un nouveau bureau présidé par Issa Boubacar Dimodi, appuyé par 8 vice-présidents. L'Assemblée générale élective s'est déroulée à New York en présence du secrétaire du bureau politique national Lumana, chargé de la diaspora Habiboulaye Halidou. Suivons cet élément dans un commentaire de Asman China. Le Modern Falumana Africa, section des États-Unis d'Amérique, vient de mettre en place un bureau. Les élections se sont déroulées à New York City où les délégués venant de 8 États se sont donné rendez-vous pour désigner les membres du bureau. C'était en présence du secrétaire chargé de la diaspora du bureau politique national de Lumana, dépêché expressément pour la circonstance. Habiboulaye Halidou Al-Zouma s'est adressé à la diaspora pour une forte mobilisation pour pousser les militants restés au pays à voter pour les ou les candidats de leur choix, car la voix de la diaspora porte beaucoup au Niger. Il a ensuite demandé aux membres de ce nouveau bureau à se serrer les coudes pour travailler ensemble et faire rayonner le parti. Voter pour mal, c'est très important d'imiter. Ni minade dans le téléphone, vous connaissez, vous brassez. Il y a un parti au Kanga, vous gagnez. Ce nouveau bureau mis en place est présidé par Issa Boubacar Dimodi, appuyé pour cet exercice par 8 vice-présidents, dont un par État. Issa Boubacar remercie l'assistance pour les choix portés sur sa modeste personne. Nous tenons aussi également à écouter cette présente Assemblée générale et surtout de nous avoir confié cette tâche noble et honorable. Nous savons aujourd'hui, avec conviction, sans doute, que ces politiciens sont capables qui peuvent vraiment sortir notre pays de cette situation auquel nous vivons actuellement, c'est son Excellence M. Amamadou. Donc, pour la route qu'on a envers notre pays, faisons tout de notre profit, faisons tout de notre capacité pour vraiment amener son Excellence Amamadou au pouvoir en 2016. Au cours de cette assemblée, Haja Aïssa a été portée à la tête des femmes Lumana de 8 États et dira que le Lumana a besoin de toutes les couches sociales du pays pour atteindre ses idéaux. Le parti Lumana a besoin du plus grand au plus petit. Intellectuels, cultivateurs, nomades, campagne, village, hameau. On doit se rassembler, s'asseoir sur une même table
d'entente. C'est sur une note de satisfaction qui s'est terminée cette Assemblée générale avec la conviction que le président Hama Amadou sera victorieux aux élections présidentielles de 2016. Journée de plaidoyer pour le financement alternatif du secteur de la santé ce matin au complexe Soleil d'Afrique, placé sous le thème gratuité de soins de santé au Niger, défis, enjeux et perspectives pour la couverture universelle en santé. Une journée organisée grâce à l'appui financier de World Vision et l'appui technique du groupement des organisations et ONG du secteur de la santé au Niger. Le compte rendu de Nasser Dantoufou. Réfléchir et concevoir de nouvelles stratégies qui permettront de contribuer à une analyse objective et profonde de la problématique sur la gratuité des soins et dégager des perspectives pour rendre effective l'application de cette politique. C'est l'objectif de ces cadres de concertation et d'échange d'expériences entre les responsables de programme et les spécialistes. Nous avons accueilli favorablement, en tout cas, l'initiative de Vision mondiale pour réfléchir par rapport à notre modeste contribution à travers une journée de plaidoyer pour voir comment nous pouvons trouver des messages clés pour attirer l'attention des décideurs et des partenaires pour que la santé soit prise en compte. Certes, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût et c'est dans ce cadre-là que nous proposons d'organiser cette journée de plaidoyer pour amener l'ensemble des acteurs et des partenaires à prendre conscience qu'il faudra nécessairement investir dans la santé parce que la santé est au centre de tout développement. Le directeur national de World Vision, par intérim, quant à lui, est revenu sur les défis à relever pour enfin matérialiser cette loi. Il est incontestable qu'aujourd'hui, les faits et constate donc que la mise en œuvre de la politique de la gratuité des soins fait face à des difficultés, dont entre autres le faible apport des partenaires techniques et financiers dans le financement de la gratuité des soins, l'allocation budgétaire de l'État insuffisante eu égard donc au coût réel à recouvrir qui se situe à de 8 à 9 milliards de francs par an, le cumul d'environ 32 milliards de francs CFA d'arriérés en 2014 n'a encore remboursé aux formations sanitaires et des formations sanitaires ayant fourni les soins aux groupes cibles de la gratuité des soins donc à travers le pays. Cet atelier, parce que le regroupe des responsables du programme et des experts, contribuera sans nul doute à renforcer le cadre de la pérennisation d'une gratuité des soins effective au bénéfice des milliers d'enfants et de femmes nigériennes. La protection sociale, une préoccupation pour les autorités de la 7e République. Le but visé par la protection sociale cadre parfaitement avec la vision du PDS qui s'efforce à promouvoir le développement du pays. Pour revenir au financement du secteur santé à travers la protection sociale, il s'adresse à différents groupes sociaux et doit être évolutif. Les pauvres ne sont pas homogènes et ne sont pas nécessairement pauvres toute leur vie. Tout le monde peut avoir besoin de protection sociale à un moment de sa vie. Certains pays comme le Niger en ont même fait une disposition au sein de la loi fondamentale, dont nous vous rappelons certaines dispositions sur le plan législatif. La Constitution dit que l'État a le devoir absolu de porter assistance aux groupes les plus vulnérables à travers une politique nationale de protection sociale. Des jours durant, plusieurs thématiques seront développées par d'éminents conférenciers. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge nigérienne ont organisé ce matin un déjeuner de presse à l'hôtel Gawai. Une rencontre qui a permis d'échanger sur le fonctionnement de ce grand réseau humanitaire. Le compte rendu de Assoumane China. Le 8 mai prochain sera célébré le 152e anniversaire de la Croix-Rouge qui va coïncider avec le 187e anniversaire de la naissance de son fondateur, Henri Dunant, de nationalité suisse. C'est dans le cadre de la célébration de ce double anniversaire placé sous le thème « Nos principes en action » que cette rencontre a été organisée. Occasion pour le président de la Croix-Rouge nigérienne d'entretenir les journalistes sur les principes qui guident cette organisation humanitaire.
Le premier principe, c'est le principe d'humanité. Voilà la définition que nous donnons de ce principe. Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans son aspect international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. Le second principe, c'est le principe d'impartialité. Le mouvement international, je vous donne sa définition, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de conditions sociales et d'appartenance politique. Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leurs souffrances et à subvenir par priorité à la détresse en urgence. Le coordonnateur du CICR Niger a présenté les actions de la structure à Difa touchée par un conflit armé. Il y a eu plusieurs actions de protection et d'assistance. Il y a eu un début d'assistance à l'hôpital régional de Difa, avec déjà une équipe de formation qui était là en fin 2014. Il y a eu plusieurs actions d'assistance en sécurité économique et alimentaire avec les volontaires de la Croix-Rouge pour des personnes soit déplacées qui viennent de Nigeria ou celles qui ont été déplacées dans l'intérieur du pays. Quant au représentant pays de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il a évoqué les difficultés et les incompréhensions entre les hommes des médias et les agents de la Croix-Rouge sur le terrain. Quand on a une intervention, on met l'être humain en devant. Et on le traite de manière digne et avec respect. Voilà. Et le plus souvent, la difficulté, c'est que peut-être on a fait une distribution et monsieur le journaliste aimerait bien venir promener leur caméra pour filmer cette distribution. Le plus souvent, ça ne nous plaît pas beaucoup parce qu'on se dit que vous venez prendre la dignité des personnes qui reçoivent. Plusieurs questions relatives au fonctionnement de la Croix-Rouge ont été posées par les journalistes auxquelles les conférenciers ont apporté des réponses édifiantes. Lancement ce matin du projet sur la transparence fiscale au Niger, c'était dans la salle de réunion du Homeland Hotel. Un atelier organisé par Alternative Espace Citoyen en collaboration avec l'USAID à l'intention des acteurs de la société civile nigérienne pour une participation efficace au budget citoyen. Le compte-rendu de Adam Ousmane. Des représentants de l'administration fiscale, de la société civile, d'institutions et partenaires techniques et financiers du pays se retrouvent à travers ce cadre en vue d'échanger sur les voies et moyens permettant d'améliorer la transparence budgétaire et fiscale au Niger. Occasion pour le premier responsable d'Alternative Espace Citoyen de présenter le projet objet de cette rencontre. Ce projet se propose de contribuer au renforcement de la transparence fiscale au Niger à travers des actions de communication sur le processus budgétaire et le renforcement des capacités de l'administration fiscale. À travers ce projet, nous visons deux objectifs principaux. Primo, améliorer le niveau de participation citoyenne à la mise en œuvre de la politique fiscale et du processus budgétaire en général au Niger par une information et une sensibilisation du public, par la voie des médias et en créant des espaces publics de discussions réunissant à la fois l'administration des finances, la société civile, les partenaires au développement et aussi le secteur privé. Secondo, améliorer la mise en œuvre de la politique fiscale au Niger par le renforcement des capacités de l'administration fiscale à travers toute une série d'activités de formation. Notons que ce projet a été rendu possible grâce à l'appui du gouvernement américain dont la représentante au Niger a loué cette initiative d'Alternative Espace Citoyen tout en soulignant son importance.
Abondant dans le même sens, le ministre délégué du budget n'a pas manqué de saluer la participation de la société civile à un budget citoyen. Nous apportons ainsi une nouvelle pierre à la rénovation de notre gouvernance fiscale. Avec la société civile ici représentée par l'association Alternative Espace Citoyen, nous prouvons une fois encore le formidable jugement des responsabilités, des subsidiarités et des transparences que représente notre gouvernance fiscale, financière. Ce qui revient à écouter, informer, orienter, conseiller, faciliter et simplifier la réglementation et la procédure fiscale. Il s'agit en pratique pour nous de facilitation et simplification autant des lois fiscales que de ces process pour les usagers et les fonctionnaires du service public et fiscal. Communication et information de tous sur la règle des droits, civisme des citoyens vis-à-vis de la loi fiscale, redevabilité, serviabilité, disponibilité, écoute, conseil et responsabilité de l'administration vis-à-vis des citoyens. Espérons qu'à l'issue de cette rencontre d'une journée, ces différents acteurs seront mieux outillés sur la transparence fiscale au Niger. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, un cocktail de presse a été organisé hier dans la soirée au Palais du Congrès. Ce cocktail de presse a été couplé à la remise des prix du concours Cultivons à l'endroit des professionnels des médias. Le compte-rendu de Nafissa Zakou. Échanger et communiquer entre les hommes des médias, tel est l'objectif de ce cocktail de presse organisé par le Conseil supérieur de la communication à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année dans le monde. Le président du Conseil supérieur de la communication a rappelé le rôle que joue son institution afin de garantir la liberté de la presse au Niger. Le Conseil supérieur de la communication, fidèle à sa mission constitutionnelle d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, ne ménage aucun effort depuis qu'il est mis en place pour que le Niger soit cité en exemple dans le classement des pays les plus respectueux de la liberté de la presse. Je pense que le classement effectué par Reporters sans frontières cette année nous réjouit, mais nous interpelle aussi. Il nous réjouit parce que le Niger a été quand même classé 47e, ce qui n'est pas si mauvais sur plus de 170 pays classés. Cette année, le cocktail de presse est couplé à la remise des trophées du concours organisé par Oxfam à travers la campagne Cultivons pour encourager les œuvres de journalistes qui font la promotion des produits agricoles du Niger. Le jury de ce concours a formulé des recommandations avant de procéder à la proclamation des résultats. Dans la catégorie télévision, le premier prix revient à Bonferré avec félicitations du jury, présenté par le journaliste Moustapha Abdraman Zongoma. Catégorie radio. Le premier prix revient à la radio Garquois de Maradi, de Ali Abdou, et qui a une moyenne de 18-10 et qui a traité l'accès des femmes à la terre. Les récipiendaires de ce concours nous livrent leurs sentiments. À travers ce prix aussi, c'est l'ensemble de la presse nigérienne qui est récompensée dans un travail que nous faisons de façon très ingrate, un travail qui, de fois, ne nous permet pas véritablement de pouvoir exprimer une certaine ambition. C'est vraiment des sentiments de joie et satisfaction parce qu'aujourd'hui, je suis conscient que le travail gagne. C'est le travail gagne parce que j'ai opté pour faire ingénierie au développement. Et aujourd'hui, je suis dans le développement et cela veut dire que ce que je fais est véritablement un bon travail. À noter que 21 œuvres ont été présentées à ce concours, dont 2 disqualifiées et toutes ont été réalisées en langue française et nationale. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il nous a été donné de constater depuis un certain temps la publication d'un article dans Jeune Afrique
d'un article sur l'affaire des bébés importés. Cet article est relayé subitement par une certaine presse locale. Le message consiste à dire qu'il y a des éléments nouveaux dans le dossier parce que un journaliste ou un journal international aurait été investigué dedans. Le regain d'intérêt de cette affaire, en tant que personne publique, le sujet bien entendu, le sujet objet de cet article, étant un personnage public, le regain de d'intérêt de cette affaire suscite à notre endroit, en nous, la réaction suivante, à l'endroit de l'opinion publique nationale d'abord, parce que c'est quand même un sujet, je le disais tantôt, d'une personne publique, et à l'endroit également de la communauté internationale, parce que le Niger et les Nigériens ne vivent pas en vase clos. Et tout ce qui se passe dans le Niger est relayé au niveau international. C'est pour cela que nous nous sommes sentis en devoir de faire la clarification suivante. Le premier constat qui se dégage visiblement, c'est que cet article est commandé. La preuve, le temps, le moment et les organes qui relaient, la façon dont c'est relayé prouve à suffisance qu'il s'agit d'un article commandé. Le but recherché est d'influencer l'opinion publique et le procès. Pour notre part, nous n'allons pas faire ce procès-là dans la rue. Les juridictions compétentes sont saisies de cette affaire. Elles examinent sereinement cette affaire. Nous devons simplement rappeler à l'endroit de nos militants pour ne pas le démobiliser. Parce que l'objectif, c'est cela. Les juges, je sais que ce n'est pas des articles artificiels, littéraires, qui peuvent influencer des juges compétents qui savent, qui connaissent leur travail. Ce n'est pas à nous de leur dire quoi que ce soit. Nous leur faisons confiance. Nous l'avons dit tout le temps. Parce que de toutes les façons, ils ont su montrer leur compétence et leur indépendance d'esprit. Donc, à l'endroit de nos militants, nous les rassurons qu'il n'y a aucun élément nouveau dans cette procédure. Bien au contraire, ça ne fait que révéler le caractère politique de cette affaire. Des hommes politiques de la trame de Bazoum, qui est aujourd'hui président du PNDS Taraya, relayé par Massoudou, ont reconnu que cette affaire, ont affirmé dans les journaux, dans la presse locale ou régionale, et voire même internationale, que pour eux, cette affaire, c'est de l'eau bénite. Ils s'en servent pour nuire à qui vous savez. La preuve d'ailleurs, c'est que quand vous lisez l'article, chaque fois quand on lit cet article, c'est surtout le nom d'une personne qui apparaît. C'est en second lieu quand, subsidiairement, on parle d'un ministre qui d'ailleurs dont l'honneur a été bafoué juste pour atteindre l'auteur principal, du moins la victime principale, la cible principale. Ça a été dit et annoncé sur tous les médias. Et toutes les fois qu'ils ont l'occasion, Bazoum l'a dit. Et c'est en cela que Bazoum m'intéresse et il me plaît. Parce que lui, ce qu'il sait, il le dit tout de suite. Au moins, lui n'est pas hypocrite. Il a révélé l'intention de ce procès-là. Et il a dit que c'est politique, que l'objectif est politique. C'est pour cela que je dis que, à l'endroit de nos militants, ils doivent se rassurer qu'il s'agit simplement d'un lançage médiatique pour pouvoir ternir l'image d'un militant ou de leur leader, dont l'image ne se fait que grandir. Un homme qui ne fait que hanter l'esprit de ceux qui ont le pouvoir, qui usent et abusent des moyens de l'État, de l'appareil d'État, des moyens de l'État pour faire campagne. Et des gens qui sont en déficit de légitimité. Vous voyez bien que malgré toute la propagande qui est faite autour de cette affaire, ils sont en train de perdre du terrain
Ils ne dorment plus, ces gens-là. Nous rassurons nos militants qu'ils doivent garder la sérénité, qu'ils doivent être confiants et rester fidèles à leurs principes d'origine, ne pas céder à ce genre de propagande inutile qui ne fait que desservir les commanditaires. Nous sommes sereins, nous menons sereinement nos activités, nous partions même à l'Assemblée. D'ailleurs, où chaque fois je vois la presse qui montre les sièges qui sont vides, l'Assemblée qui est désertée, les gens pointent le doigt sur les députés, mais les députés, les médias ne se posent jamais la question de savoir pourquoi les députés ne viennent pas à l'Assemblée. C'est dire que, au lieu d'occuper les médias, comme eux ils le font, pour matraquer l'esprit des gens, nous, on fait du travail sérieux et serein, souterrain. Parce que pour nous, ce régime est un régime mort. Et nous n'avons pas à tirer sur un cadavre. C'est un régime mort qui a tué toutes les institutions, que ce soit les institutions républicaines ou les institutions qu'ils ont eux-mêmes créées. C'est quoi les institutions républicaines et constitutionnelles, j'allais dire? Ce sont les institutions décrites ou créées dans la Constitution. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la Commission nationale des droits de l'homme, etc. Vous avez le CSC et d'autres institutions extra-constitutionnelles comme la médiature. Aujourd'hui, où je vous parle, quelle est l'institution qui fonctionne normalement? Dites-moi, quelle est l'institution qui fonctionne normalement? Le président de la République a réussi à tuer toutes ces institutions, alors que du point de vue de la Constitution, il est le garant du fonctionnement des institutions. Étant garant du fonctionnement des institutions, il s'est autorisé, il s'est permis de les tuer, toutes ces institutions, en les mettant sous coupe réglée. Aucune ne fait normalement, n'exerce normalement ses prérogatives. Sinon, je suis disposé, donnez-moi le seul exemple d'institution aujourd'hui, républicaine ou extra-républicaine, qui fonctionne normalement. Dans ces conditions, puisque tout est mort, puisque la démocratie est émiettée, nous n'avons pas, nous, à tirer sur des cadavres. Nous sommes en train de travailler, de préparer le retour de notre leader. Et Inch'Allah, le jour où il va rentrer, vous allez voir, Issouf va trembler. J'interviens en tant que député et membre du groupe de Lumana, vice-président de mon groupe. C'est clair par rapport à cela. Maintenant, l'intitulé de l'article, je suis comme vous. Vous êtes plus armé que moi, simple député, un piètre député, pour lire et commenter un article. Je vous invite seulement au Jeune Afrique, au dernier Jeune Afrique, ou l'avant-dernier Jeune Afrique, ça doit être le numéro, je l'ai sous la main, celui du 26 avril au 9 mai. Je vous invite à le décrypter, vous comprendrez que en le lisant même, vous verrez que c'est un article commandé. Et cet article n'a rien de nouveau par rapport au dossier qui est déjà devant les juridictions. C'est le même dossier, aucun élément nouveau n'est intervenu. Et du point de vue judiciaire, je crois que ça ne change en rien. Nos avocats ou les juges, le juge s'est déclaré incompétent parce qu'une procédure préalable n'avait pas été accomplie, une diligence préalable n'avait pas été accomplie. Cette diligence est toujours, cette défaillance est toujours là. Donc il n'y a pas de fait nouveau. C'est juste pour matraquer l'opinion et tenter d'influencer des juges. Ça sera un vain exercice. Je réagis par rapport à nos militants qui sont de bonne foi, qui ne sont pas des habitués de ce genre de procès. Il est loisible à leur endroit et un devoir pour nous de les rassurer et de les convaincre qu'ils n'ont pas à paniquer et il faut qu'ils continuent à faire confiance à leur leader qui viendra forcément et qui battra, Inch'Allah, les commanditaires de cet article.